Bonsoir, bonjour tout le monde. Hmm. Je vais attendre que les personnes se connectent. Je vais attendre que Anne-Claire se connecte aussi. Ah, alors, hop. Salut. Ça va? Tu m'entends bien? Pardon, j'ai pas entendu, je mettais mes écouteurs. Tu m'entends bien là, c'est bon? Ça y est, c'est bon. Et toi? Ouais. Ah, il y a une super connexion, Super. c'est net, c'est bijou. C'est parce que j'ai un nouveau téléphone. Ah, ça, super qualité. Après, je sais pas combien de temps avec tu sais, mes stories qui coupaient tout le temps avec le son qui était décalé pendant au moins un an. Mais ça y est. Ah, ah oui, t'as été patiente, hein. Bah, je voulais pas acheter de la technologie. C'est pas mon truc. Et voilà, j'ai attendu. Ok. Comment ça va? Bonsoir. Tout va bien. Écoute, je suis toute excitée parce que j'ai un programme qui commence vendredi. Alors du coup, je suis genre en ébullition. Bah oui. Et, bon, bah voilà, avec son lot de peur aussi parce que c'est l'une des premières fois où je fais un truc comme ça et donc forcément il y a aussi des peurs et c'est très bien parce que ce soir on est là pour parler de nos peurs et en fait l'idée c'est pas de les mettre de côté, c'est de d'apprendre à vivre avec et quand même d'avancer et de quand même créer et de quand même oui, s'autoriser à avoir une belle vie même si on a des peurs et même si on a l'occasion en ce moment d'en avoir plein. Hmm. Oui. Ouais, parce que c'est vrai que on se rejoint un petit peu là-dessus toutes les deux, et je pense que c'est pour ça qu'on avait envie de faire ça. On est un peu des espèces de crash testeuses. On n'aime pas trop rester paralysés par nos peurs, donc on a tendance à aller au-delà. Et d'ailleurs, enfin, moi, je trouve que c'est toujours magnifique et incroyable quand même ce qu'on a créé avec le programme de la peur au cœur dans un contexte qui était quand même assez fou avec les tremblements de terre à Bali. C'est extraordinaire parce que pour l'histoire, donc avec Aurore, on se connaît depuis quelques années et moi j'ai toujours été admirative de ta capacité de création et de ta capacité à foncer et à faire les choses. Et moi je le faisais aussi, mais j'étais un peu du genre planqué quand même. Euh, Pas trop de trucs, pas trop de vidéos, pas trop de choses plus audacieuses. Et quand j'ai passé plus de temps avec toi et que j'ai vu que tu disais non mais regarde, on a envie de faire quelque chose, on va le faire, et que tu passais assez vite de l'idée à la création, pour moi ça a été une révélation de voir que c'était possible en fait. Et le fait que tu te l'autorises, eh ben tu m'as aidé à m'autoriser, donc merci. Et je pense que c'est un peu comme comment elle s'appelle Mel Robbins avec sa technique qui est 1, 2, 3, 4, 5, j'y vais. Et je réfléchis pas. C'est un peu la même chose. Je réfléchis quand même parce que c'est des choses qui sont pensées, qui sont réfléchies. Mais si je réfléchis trop, il y a trop de censeurs qui arrivent. C'est ça. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai ce truc depuis le début, hein, depuis qu'on s'est rencontrés et que moi je me suis mise à faire un peu tout ça. C'est vrai que je sais pas trop pourquoi, mais si ça doit être mon côté scorpion. Tu vois, j'ai toujours tendance à vouloir aller plonger dans le truc. J'aime pas en fait me sentir impuissante face à quelque chose, donc j'ai tendance à aller tout le temps au devant de la peur. Et c'est vrai que ça, bah, que Peggy, toi, enfin toutes les copines avec qui on en a parlé, c'est un truc qui ressort à chaque fois qu'on parle de ma façon de travailler. Et après, toi, là où tu m'as vachement aidée et tu m'as fait sortir de ma zone de confort, c'était sur le côté faire confiance, déléguer. Tu vas passer à un niveau au-dessus parce que moi, j'avais de la facilité à faire plein de trucs, mais j'avais tendance aussi à rester toujours un peu pas trop trop aller trop loin, trop haut, pas que ça soit trop, parce que vu que j'ai aussi besoin de bien gérer, bien contrôler, je pense, j'avais peut-être cette peur que ça devienne trop, et toi, tu m'as aidé aussi à m'expandre à ce niveau-là, donc c'est chouette, je pense qu'on est assez complémentaires là-dessus. Oui, on n'a pas les mêmes névroses et on n'a pas les mêmes troubles, mais on a des troubles complémentaires. Et du coup, on peut s'entraider quand on tombe dans le ravin, C'est si on ça. peut dire ça comme ça.
Ouais. Et du coup, on s'était dit, donc pour les personnes qui sont connectées, qui nous rencontrent, peut-être qu'ils vont voir le live aussi en replay. Anne-Claire et moi, on s'est rencontrés il y a quoi? Il y a même dans 4 ans, un truc comme ça, Je avant pense, que ouais. je commence, ouais, avant que je commence mes études de naturopathie. Et, et tout de suite, on a bien accroché. Puis après, on s'est mis à se voir, à vouloir faire des choses ensemble. Toi, tu étais en train de prendre un virage tout doucement vers plus de coaching, d'énergétique. Tu as commencé un peu aussi à explorer le chamanisme, etc. Et, euh, et puis moi, la naturopathie, je m'en suis assez vite aussi détachée. Mais c'est vrai que on s'était dit que comme on fait un atelier autour de la peur la semaine prochaine, ça pouvait être bien aussi qu'on puisse raconter un peu nos histoires et nos expériences. Parce que tu vois, hier, j'en ai encore parlé avec ma coach qui m'a dit euh, ce qui est étrange chez toi, c'est que qu'on a l'impression que tout est simple. Et je pense que chez les personnes comme nous qui ont tendance justement à avoir ce côté fonceuse, à vouloir mettre en place des trucs et qui se donnent les moyens de le faire, aux yeux des gens, on dirait que c'est simple pour nous. Et que du coup, certaines personnes se disent oui, mais elles peuvent, elles ont les capacités, elles sont légitimes, etc. Alors qu'en fait, c'est faux. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on leur raconte un peu ça, qu'à la base, on n'avait rien de plus légitime ou de rien de plus construit que les autres. Et c'est juste, en fait, on a osé aller au-delà de la peur, quoi. Merci, c'est super important de le faire et moi j'oublie beaucoup de le faire parce que comme maintenant je me sens bien, ou bon, globalement, tu vois, même si parfois il y a quand même des petits bumps on the road, il y a en fait globalement je me sens plutôt à l'équilibre et parfois il y a de l'anxiété, mais il y en a tellement moins qu'avant que je me définis plus comme l'anxieuse d'avant et j'oublie de parler de comment c'était avant pour que les gens comprennent qu'il y a eu le chemin qui a été fait. Et c'est bien parce que du coup, ça veut dire que je me suis autorisée à devenir une nouvelle version de moi et que je traîne pas toujours la version du passé avec moi comme une grosse valise trop lourde. Mais c'est vrai que c'est bien de comprendre l'histoire pour pouvoir se faire une idée de comment c'est possible en fait de se transformer. Donc, je veux bien raconter l'histoire. Donc je vais avoir bientôt 37 ans et jusqu'à mes 28, 29 ans, mais j'ai l'air d'en avoir 25 parce que la naturopathie ça conserve pas mal. Et jusqu'à l'âge de 28, 29 ans, j'étais une boule d'angoisse, des anxiétés chroniques terribles. Ça me donnait mal au ventre et surtout ça me donnait beaucoup des insomnies. Donc j'étais insomniaque depuis mon enfance jusqu'à cet âge-là. Et j'ai pété un plomb en fait à 28 ans après un voyage que j'avais fait avec mon entreprise au Maroc. Et j'ai quasi pas dormi pendant 4 jours. Et j'avais perdu 2 kilos. Et je pouvais pas avaler rien du tout parce que j'avais trop d'angoisse, alors que ça se passait pas mal. Hein. C'est pas que les gens me faisaient la misère, c'est que moi j'étais tellement angoissée, j'étais tellement dans une détresse intérieure que je me créais ça. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit Anne-Claire, mais tu peux pas vivre comme ça. T'as que 28 ans, tu peux pas vivre comme ça toute ta vie. Et c'est pas que j'avais pas essayé des choses, j'avais déjà essayé des choses, j'avais vu pas mal de médecins qui m'avaient donné des antidépresseurs, des anxiolytiques, des décontractants, quoi d'autre, des somnifères. Donc j'avais eu la totale, parfois en même temps, parfois séparément, tout ça, les cocktails. Et ça avait pas d'effet durable parce que ça traitait pas la cause, ça traitait temporairement les symptômes. Donc parfois il y avait un petit soulagement, mais qui en fait me laissait quand même dans une grande errance et pas de solution. Et cette errance, elle était, en français, on n'a pas de mot pour dire ça, mais c'est je perdais ma puissance. J'étais disempowered. J'étais pas dans ma puissance de choix, de faire des choses pour être bien pour moi. Et la vie, elle m'a mis sur le chemin d'un chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc je me suis dit que j'allais aller à l'hôpital, que j'allais faire étudier mon sommeil. J'avais déjà vu des spécialistes du sommeil, mais jamais dans un grand hôpital parisien, donc je l'ai fait. Et le chef de service m'a dit, mademoiselle, vous savez pas dormir. J'ai une dame, elle est géniale pour vous. Je vais vous envoyer chez elle, elle est sophrologue naturopathe. Et moi, j'avais jamais entendu ça. Voilà, de loin, mais pour moi, c'était un autre monde. Et cette dame qui est extraordinaire, elle m'a mis sur le chemin de comprendre la physiologie, comprendre comment je fonctionnais, comprendre mon rythme, comprendre ce qui était juste pour moi, apprendre à m'écouter. Et ça a été le premier pas pour pouvoir enlever les couches.
parce que c'est des couches et des couches et des couches. Avant, pour moi, c'était un concept quand les gens disaient on a tout en nous. Genre, moi, j'étais là, on a tout en nous, et c'est où? Et en fait, c'est juste que c'est caché par des couches et des couches et des couches de choses que j'appellerais de bullshit, excusez-moi du mot, mais de choses on nous met dans une société qui a des façons de vivre qui sont pas du tout respectueuses des lois de la vie, pas du tout respectueuses de l'écoute de la physiologie, de l'écoute des besoins naturels que nous avons, en fait les besoins à la fois physiologiques, mais aussi les besoins d'épanouissement, etc. Et de me remettre sur cette route-là, bah ça a été dur parce qu'en fait c'est à contre-courant et j'étais toute seule. Donc il y a aussi la peur d'être tout seul parce que quand on va à contre-courant, bah les gens ils vous comprennent plus, c'est plus les mêmes amis, etc. Faut vous refaire des nouveaux amis et c'est pas facile en fait d'aller à contre-courant des autres. Mais pour moi ça a été salvateur parce que à chaque étape c'est comme si j'avais récupéré des petits bouts de moi ou c'est comme si je m'étais permise d'aller à la rencontre de petits bouts de moi. Et aujourd'hui j'ai encore des peurs et j'ai encore parfois des crises d'anxiété, mais déjà c'est sans commune mesure avec ce que je vivais avant. Et j'en ai de moins en moins. Et je vais même te dire, si on avance dans la transformation du monde comme je pense qu'on est en train de le faire et d'avancer vers une nouvelle façon d'être au monde tous ensemble, une nouvelle civilisation connectée au cœur et tout ça, ben, je vois pas pourquoi mes anxiétés elles resteraient. Parce qu'en fait, je crois qu'elles étaient très liées à la disharmonie que je percevais. Mm. Et plus j'avance dans une vie en harmonie, bah, moins il y a besoin que mon corps s'exprime sous forme d'anxiété. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Mm. Et je pense qu'il y a aussi, tu vois, dans ce que tu racontes, parce qu'au final, tu t'es reconnecté à toi et à ce que tu vivais et pourquoi et comment. Et je trouve qu'on en parle aussi pas mal en ce moment et on l'a aussi appris, je pense, avec la naturopathie. Le fait de se connaître, en fait, ça nous aide beaucoup. Enfin, je pense que tu as un petit peu vécu ça aussi, mais moi, j'ai eu un syndrome aussi, donc il y a 4 ans. C'est ça qui a fait que j'ai changé complètement de vie, etc. Et donc ça m'a permis, bah, la naturopathie, ça m'a permis de comprendre comment mon corps il fonctionne, les mécanismes, le système nerveux, voilà, toute la mécanique du corps en fait, la mécanique des émotions, la mécanique de plein de choses. Et puis ensuite on part en quête de soi intérieure plus profonde, plus spirituelle, de savoir euh, ah, Anne-Claire a un petit bug, de savoir bah, qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de nous, au niveau de, voilà, par quoi on est traversé. Ça y est, t'es revenu. Oui, il y a eu une coupure, c'était dans le noir. Ouais, t'inquiète-toi. Et en fait, je trouve que plus on se connaît, plus on arrive à comprendre pourquoi on vit ça, qu'est-ce qui se manifeste à l'intérieur de soi, etc. Et plus on se sent en confiance. C'est comme si bah, en fait, on arrive sur un territoire inconnu, sur une île inconnue. Forcément, si on ne connaît pas comment c'est foutu, où sont les zones de danger, où sont les zones pour aller se ravitailler, etc., c'est la panique totale. Alors que si on commence à connaître l'environnement et le territoire, bah, on se sent en sécurité et en fait, on se sent bien. Et c'est vrai que cette notion d'inconnu, c'est pour ça, je pense qu'on a voulu faire le premier atelier sur la peur de l'inconnu, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu la racine de tous nos maux. Tu vois, moi, je l'ai bien perçu avant le confinement, là, quand j'étais à Paris et à Lyon. Le fait de pas savoir ce qui allait se passer, de pas savoir exactement la maladie, des machins, des trucs, il y avait plein de facteurs incertains. Ça m'a généré énormément d'angoisse. Du coup, ça m'a généré des symptômes. Tu vois, j'avais même carrément le transit en vrac. J'avais des maux de gorge parce qu'en fait, bah, la peur, parfois, ça se coince dans la gorge. La tristesse, il y a plein de trucs qui. Puis, le fait d'être stressé, ça crée des acides ou des mucus qui vont s'agglomérer dans le corps. Donc, après, tu peux te mettre à tousser sans savoir pourquoi. Et franchement, si j'avais pas eu cette connaissance de comment le corps fonctionne, de me dire, OK, là, tu as des symptômes parce qu'en fait, tu es flippé de stress. Euh, et ben, je pense que je serais tombée dans la psychose. Et en fait, je comprends pourquoi on peut avoir aussi peur parfois de ce qui se manifeste à l'intérieur de nous parce qu'en fait, on ne le comprend pas et on n'est pas capable d'avoir cette autonomie intérieure et de se dire, OK, là, j'ai cette manifestation parce que je suis en train de vivre ça, c'est parce que j'ai cette peur. Et ensuite, d'aller regarder ce qu'il y a derrière pour
Moi, je me suis rendu compte que ce qui me stressait le plus, c'était de me dire que je pouvais ramener le virus à mes parents, que mes parents ils soient malades à cause de moi. C'était pas du tout moi en fait d'être malade. Et en fait, voilà, ça nous permet de décortiquer, de descendre et de descendre et d'aller à la racine ensuite de ce qui est vraiment important pour nous. Mais la connaissance de soi, c'est sûr que c'est une clé qui est assez incroyable, quoi, pour éclairer le chemin, je pense. Oui. Et c'est sans fin, en fait, c'est le travail d'une vie. On en parlait aujourd'hui parce que tu me partageais les écrits de Thierry Janssen, son livre Le travail d'une vie. Et en fait, je pense qu'on n'aura jamais fini d'enlever des couches, mais il y a quand même des paliers où on se dit, oh là, ça va mieux quand même. Ouais, bah tu vois, il y a quelqu'un qui demande combien de temps cette période de grande transformation elle a duré pour toi. Ben là, ça fait 8 ans et je dirais que ça fait, allez, 2 ans que je trouve que je vais vraiment bien, tu vois. Mm. Et avant, j'étais encore très plaintive, très à regarder dans le passé, etc. Et depuis 2 ans, je me sens plus légère. J'ai beaucoup débroussaillé. J'ai fait aussi beaucoup de thérapie et j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup versé les larmes qu'il a fallu verser, essayer de comprendre mon passé et puis plus m'apitoyer dessus parce que le passé a fait de moi la femme aujourd'hui que je suis, qui a dû devenir forte et qui a dû apprendre les ressources parce qu'elle a vécu aussi ce qu'elle a vécu. Et c'est ok. Mm. Et du coup, c'est vrai que tu vois, de dire que de plus t'apitoyer, de vouloir vraiment reprendre le pouvoir, le contrôle de ta vie, ça aussi, on en a déjà pas mal parlé, le fait que la notion de responsabilité, le fait de se dire, OK, bah là, j'ai ces peurs-là, j'ai deux choix maintenant. C'est soit je décide de rester à leur merci et de pas faire le travail pour qu'elles partent, soit je vais au-devant du truc et même si c'est à un rythme modéré ou lent ou peu importe et que j'arrive pas à tout enlever d'un coup, mais au moins j'y vais quoi. Et je pense que ça aussi c'est un truc qu'on partage, c'est que on on n'a pas envie d'alimenter ce côté un petit peu victimisation, de se trouver des excuses. Enfin moi je sais que je veux plus parce que je l'ai énormément été quand j'étais jeune. J'ai été boulimique, j'étais dépressive, j'étais mal dans ma peau. J'avais tendance à tout le temps blâmer l'extérieur, à essayer de trouver des responsables. C'était très très dur pour moi de me dire que j'étais responsable entre guillemets de vouloir aller bien. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Alors après, c'est sûr que c'est dur de l'accepter et de l'intégrer, et surtout en fonction des expériences qu'on va vivre. Mais aujourd'hui, enfin, je sais pas pour toi ce que t'en penses, mais je trouve que moi, on n'a plus d'excuses aujourd'hui de ne pas vouloir céder, quoi. Non. Il faut passer par tous les stades parce que je crois qu'on est tous obligés de passer par des stades où voilà, on se débat, on dit mais non, et puis on lutte contre la situation telle qu'elle est. Mais en fait, la première étape, c'est d'accepter que la situation ne peut pas la changer, qu'elle soit présente ou passée. Si c'est pas nous qui avons créé les circonstances, ou même si c'est nous qui les avons créées, hein, inconsciemment ou consciemment. Et moi, j'aime bien cette phrase d'Olivier Clerc qui dit dans les cercles de pardon, parce que je suis aussi devenue organisatrice de cercles de pardon. Il dit on n'est pas responsable de ce qu'on de ce qu'on nous a dit ou fait, mais on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on nous a dit ou fait. Mm. Et c'est exactement ça. Et il donne cette analogie que je trouve très belle, où en fait, si quelqu'un t'attaque dans la rue et te donne un coup de couteau, tu vas pas rester dans la rue à pleurer et à attendre que l'autre vienne s'excuser. Tu vas aller à l'hôpital, tu vas faire réparer ta plaie, et puis après tu vas aller porter plainte, etc. Et tu vas t'occuper de toi. Et dans le domaine émotionnel, dans le domaine du courage, de la peur, des relations aux autres, on a tendance à rester dans la rue et à attendre et à pleurer sur notre sort et à dire t'as vu ce qu'il a fait? Il revient pas, il s'excuse pas parce que mon cœur saigne. Et en fait, on s'est pas habitué, on n'a pas appris qu'on était responsable de ce qu'on fait, de ce que les autres partagent avec nous, de ce que les circonstances nous font vivre. On est en charge. C'est à nous d'aller à l'hôpital des émotions, c'est à nous d'aller se ravitailler en courage, etc. Et d'avancer en fait. Mais ça, si je l'avais appris à l'école, ça m'aurait fait gagner un temps fou. Mm. Ouais, bah tout ce qui est en lien avec la peur, l'amour, enfin cette espèce de dualité dans laquelle on a tendance
à se complaire malgré nous parce que ben, on nous a appris que ça. C'est sûr que c'est pas évident. Et si on avait conscience de ça bien plus tôt, je pense qu'effectivement, on n'agirait pas pareil. Euh, Par rapport à la peur, il y a souvent, enfin, je pense que tu dois aussi avoir cette question souvent des personnes qui te disent oui, mais comment on fait, comment je fais? Moi, j'ai des peurs, j'arrive pas à les dépasser, j'arrive pas à aller au-delà. Peut-être qu'on pourrait donner chacune, tu vois, une peur qu'on a pu avoir, qui était très présente et comment on a réussi à la dépasser, peut-être. Oui, Je sais pas si toi, t'en as une qui te vient en tête. j'en ai des millions. La question, c'est laquelle? Mais il y en a une qui m'intéresse plus d'aborder que les autres parce que j'ai la question tout le temps, genre toutes les semaines. C'est comment j'ai fait pour dépasser la peur du manque de l'argent parce que j'ai repris plein de fois mes études et je suis encore en train de continuer mes études et j'ai fait des voyages et tout ça et j'avais pas d'argent de côté. Donc comment j'ai fait, tu vois? Et j'étais tétanisée par la peur. Et ben déjà je l'ai pas fait en une fois, je l'ai fait petit bout par petit bout. Donc ça c'est souvent quand on regarde la montagne, on se dit oh là là, c'est trop dur. Mais en vrai, tu fais pas toutes les formations d'un coup, tous les voyages d'un coup, tu fais petit bout par petit bout. Et t'apprends en expérience, tu deviens plus malin. Et donc pour moi, je me suis rendu compte que quand je faisais un pas, la vie elle en faisait trois ou cinq ou 10. Et qu'à chaque fois que j'avançais, j'avais des aides qui me venaient de la part de la vie. En fait, c'est subtil, hein, c'est des choses, c'est des énergies qui se mettent en mouvement parce que moi, je me suis mise en mouvement. Donc, ça a fait bouger les choses. Et aussi, je suis dans l'action. Je suis pas à attendre sur mon canapé en train de manger des chips. Et donc, du coup, à chaque fois, j'ai vu que la vie répondait. Et donc, c'est devenu comme une danse. Et au début, ça faisait hyper peur de danser. Et maintenant, c'est plus, bon, bah, ok, j'avance un peu et on va voir. Ok, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle fait, comment ça marche. Et, et ça a toujours été comme ça, en fait, depuis le début que j'ai fait des choses qui étaient connectées au cœur. Avant, quand je faisais des trucs qui étaient connectés au mental, il faut que ça marche parce que j'ai peur que ça marche pas, il me faut un CDI, il me faut ci, il me faut ça, j'ai beaucoup ramé. Beaucoup, beaucoup. Pour trouver du boulot, etc. Ça a été très dur. Mais depuis que je suis plus alignée avec le cœur et que je fais d'autres choix qui sont, j'aime bien dire au service de la vie en général, quoi, avec un grand V, eh ben, je suis plus toute seule. Mm, En tout cas, peut-être que je l'ai jamais été, mais que maintenant, je perçois que je le suis pas. mm. Mm. C'est vrai que cette notion de peur de manquer, de l'abondance, etc., c'est le truc qui revient le plus souvent, hein. Moi, je l'ai eu aussi pas mal quand je me suis lancée au début. J'avais peur que ça marche pas. Et encore une fois, je pense que c'est difficile aussi pour les gens de se rendre compte que là où on en est aujourd'hui, c'était pas ce qu'on avait projeté au début. Enfin, moi, au début, j'ai juste choisi euh, de, de, donc j'avais mon syndrome, j'ai choisi de me battre pour avoir une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir le chômage. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, moi, la seule décision que j'ai prise, c'était de m'inscrire en naturopathie sans savoir où ça allait me mener. Je m'étais dit, j'avais fait quand même 5 ans d'études en communication. Du coup, j'ai écrit un mail argumentaire à mon papa en disant, c'est pas perdu, tu verras, machin et tout. Et, euh, et puis dans cette démarche d'avoir besoin de contrôler un peu, je me suis dit, bon, bah, j'ouvre un blog, comme ça, à la fin de mes études, au moins j'aurai une communauté. Vu que moi, là-bas, j'étais dans la communication, je m'étais dit, ça va me servir. Et puis en fait, voilà, bon, toi tu connais l'histoire, mais après, il y a eu le blog et les articles et les réseaux et ça a grossi. Puis après, il y a eu des bouquins. Puis en fait, j'ai lâché la naturo et ça m'a ouvert des portes vers le chamanisme et vers tout ce que j'ai fait. Mais du coup, moi, à ce moment-là, quand j'étais juste dans la décision de me dire est-ce que je m'inscris ou pas en naturo ou est-ce que j'ouvre le blog et qu'est-ce que je fais, à aucun moment j'ai pensé à tout ce qui allait se manifester derrière. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut peut-être arriver à vraiment se rappeler, c'est de se dire en fait là dans l'instant présent, c'est quoi mon élan, comment est-ce que je peux le soutenir et quelles sont les peurs qu'il faut aussi que j'arrive à dépasser pour aller là où je veux aller. Et après peut-être qu'effectivement on va viser un certain objectif et on va croire aller quelque part. Mais dans tous les cas, ce sera toujours bénéfique parce que ça va nous emmener ailleurs. Et je crois que tu connais toi aussi la phrase
C'est Thierry qui l'aime beaucoup, je crois, la citation de Woody Allen qui dit si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est que les gens, et même nous, hein, on a tendance à se stresser et à flipper de se dire oui, mais où est-ce que je veux vraiment aller? Est-ce que ça va marcher? Et comment? Et machin. Alors qu'en fait, on peut pas savoir. On va pas savoir où ça va nous mener. On peut juste savoir là dans l'instant qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? C'est quoi l'élan qui est présent? Comment est-ce que je peux aider à pas me laisser stopper par toutes mes peurs, mes doutes, mes croyances? Et après, le reste, ça va suivre, quoi. Oui. Pour ça, il faut avoir une forme de foi que la vie, elle n'est pas contre nous et qu'elle va nous emmener des détours et qu'à chaque détour, on va apprendre des nouvelles choses sur nous. Ou c'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo et que le fait d'avoir fait un détour, ça nous fait gagner des outils, des trucs, des pouvoirs magiques. Et puis, hop, du coup, ça nous permet d'aller dans une nouvelle aventure parce qu'on est mieux équipé, etc. Et du coup, il y a tout ça, quoi. Mm. Il y a Audrey qui dit c'est plus facile sans enfant. Alors peut-être, mais enfin moi je vois des gens qui le font aussi avec enfants. Je pense que c'est une question de d'être au monde en fait. C'est une question de perception de la vie, une question de plein de choses parce que j'en vois de plus en plus des gens avec des enfants qui vivent de plus en plus comme ça. Donc c'est sûr que quand t'as pas que toi à t'occuper, bah, financièrement tu fais plus attention aussi parce que tu peux pas te cracher, enfin, moins. Mais même les gens qui ont des enfants, moi, j'ai envie de poser la question souvent, hein, parce que j'ai travaillé beaucoup en coaching avec des gens comme ça, qui me disaient, mais j'ai peur de manquer, j'ai peur de manquer. Et en réalité, combien de temps il te faudrait avant que tu manques? Et je les faisais calculer, et ils me disaient, oh, je peux bien vivre 4 ans, ou je peux bien vivre 2 ans, ou, mais attends, mais ça va, dans 2 ans, tu seras plus du tout la même personne, en fait. Donc, il faut aussi réaliser que on a créé une sécurité aujourd'hui dans notre société, en tout cas le monde occidental, une sécurité qui est une fausse sécurité parce que ça repose sur des choses extérieures et c'est pas une sécurité de solidité intérieure. Et moi, je connais beaucoup de gens qui sont terrifiés alors qu'ils ont en banque des années devant eux pour se sentir en sécurité financière. Et là, je dirais que ça ferait du bien d'aller peut-être voyager un petit peu à l'étranger, ce qu'on a fait avec Aurore pas mal, et d'aller voir dans les pays où les gens ont moins, Mm. voire presque rien. Et ils sont bien obligés de faire confiance à la vie et de vivre au jour le jour. Et il faut bien avouer qu'ils sont bien souvent mieux connectés à leur énergie de vie et à leur joie que ce qu'on est nous aujourd'hui, complètement sous anxiolytique. Moi la première, hein, j'étais, tu vois, donc somnifère, anxiolytique, etc. C'est pas pour rien, c'est parce que on s'est construit une réalité, quelque chose qui est, on est emmuré dans un système qui est déconnecté de la vie. Avec et Mm. sans enfant, c'est la même. Hein. Et je pense que Et tu vois, c'est aussi la notion de ressource qui pose un problème. C'est qu'on a tendance à croire que la seule ressource qu'on a, c'est l'argent qu'on peut gagner avec un travail. Et en fait, on oublie complètement qu'on a plein d'autres ressources et que ces ressources, on peut les utiliser pour manifester une autre forme d'abondance. Et il y a plein de personnes avec qui j'ai parlé pendant le confinement. D'ailleurs, j'ai adoré parce que c'était rigolo. Où c'était des personnes qui étaient un petit peu perdues, qui savaient pas trop, qui en avaient marre de leur travail, qui étaient au chômage partiel parce qu'ils pouvaient pas aller travailler, qui savaient pas trop comment ça allait se passer et qui avaient envie de faire un petit peu ce qu'on fait, de l'accompagnement, voilà, d'être plus dans le bien-être, etc. Et moi, je leur disais, je disais, mais là, dans la conjonction actuelle, entre quelqu'un qui est en CDI, qui fait un travail classique, et nous, qui sommes dans le bien-être et qui accompagnons les gens et qui sommes dans l'éveil de conscience, qui a la meilleure place? bah, Et tout c'est le monde répondait, bah vous. Et je dis, bah oui, parce que en fait, c'était une croyance de penser que d'avoir un CDI et un poste voilà bien cadré où on sait combien on touche, on sait où on va, on sait comment ça se passe, que c'est la sécurité. Mais du coup, ça bloque aussi une forme de, ça bloque la vie, ça bloque le mouvement. Si on a envie d'aller plus haut, plus loin, on se met à un plafond de verre en fait qu'on peut pas dépasser quoi. oui, complètement. Après, Moi, je je dis me pas, suis il y a sentie des gens qui libre. sont très heureux tu peux être très heureux dans un travail classique si tu es connecté aux valeurs que tu as envie d'incarner, hein, je dis pas ça. Mais il y a quand même cette croyance, tu vois, autour de la ressource et autour du cadre qui fait qu'on peut pas en changer, quoi. Oui, c'est complètement faux. Moi aussi,
pendant des années, parce que donc je suis entrepreneur depuis le moment où j'ai repris mes études en naturopathie, mais pas par choix parce que j'avais perdu mon travail. Avec perte et fracas, c'était très dur. J'ai eu un licenciement abusif, je suis allée au prud'homme, etc. Donc ça a été beaucoup, beaucoup de frustration, beaucoup, beaucoup de manque aussi parce que du coup, j'avais pas d'argent pendant tout un temps. Il a fallu que je demande de l'argent à de la famille, ce qui pour moi était la honte absolue. Enfin bon, bref, la totale, quoi. J'ai eu la totale. Comme ça, je l'ai eu. J'ai eu la peur que beaucoup de gens ont. Je suis allée jusqu'au bout de la peur et puis comme ça, je l'ai vécu. Et en fait, bah, j'ai appris à être entrepreneur alors que j'avais pas d'entrepreneur autour de moi. Et aujourd'hui, bah, pendant le confinement, j'ai encore plus travaillé qu'avant parce que les gens sont prêts à avoir des activités de thérapeute, à aider les autres, etc. Et comme moi, je les aide, bah, du coup, j'ai eu un boom dans mon activité. Et je dois avouer que les gens autour de moi qui travaillent, qui sont bien alignés avec cette énergie de vie, etc., ils ont eu peu de perte d'activité en fait ces derniers mois. Parce que je pense que comme ils servent cette énergie de changement, de transformation, eh bien en fait la vie montre que c'est là en fait qu'il faut aller et que nous avons besoin d'être de plus en plus nombreux dans ces domaines-là et que c'est en plein boom, mais pas d'un point de vue d'une stratégie. C'est un changement de paradigme, c'est vraiment un changement de façon d'être au monde. Et donc, bah, c'est ça, en fait, c'est le shift qu'on attendait, que moi, je pensais pas qu'on vivrait de notre vivant, que je pensais que ça viendrait plus tard. Mais c'est là, maintenant. Et d'être indépendant et de vivre ça aujourd'hui et de se sentir porté, euh, sans vouloir être trop barré, hein, parce que je suis quand même très ancrée. En fait, j'ai pas de peur, j'ai pas de doute. Je pense que la vie, elle nous aide bien à ce que ça se construise là maintenant. Et, Mm. euh, et il faut y aller. Mais pour ça, ça fait des années que je travaille sur les peurs. Comme tu disais tout à l'heure, il faut pas les ignorer. Il faut vraiment apprendre à les regarder. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de cet atelier. C'est le premier qu'on fait la semaine prochaine. Si ça fonctionne, si on aime bien, si on trouve des moments où on est toutes les deux dispo parce qu'on est quand même très occupés, on en fera peut-être d'autres. Et en fait, il faut apprendre à regarder la peur. C'est parce qu'on a appris à regarder la peur en face et qu'on a appris à avancer avec elle que du coup, on a gagné en sécurité intérieure et en capacité d'avancer avec la peur. Et il faut pas la mettre sous le tapis, il faut pas l'ignorer, non plus pas la regarder de haut et lui dire oh, je vais te passer dessus. Mais Faut la après, vivre. oui, il faut la vivre en fait. C'est s'autoriser, mais pour ça, il y a plein d'outils, il y a plein de techniques, il y a plein d'exercices, il y a plein de choses à expérimenter dans la tête, dans le cœur, dans le ventre, pour que tout ça, ça descende, pour que ça s'intègre et pour que... Oui, c'est ça en fait. Si on a une boîte à outils, si on est bien équipé avec un bon sac à dos, on peut traverser toutes les montagnes du monde. Mm. Ouais, et puis on a besoin de se rendre compte qu'on est capable, en fait. Je pense que c'est aussi ça. C'est pour ça que nous, on prône autant le voyage, les retraites, les expériences, les machins, parce que c'est là qu'on a contacté, en fait, notre courage, notre puissance. Moi, je sais que l'expérience que j'ai vécue au Pérou, ça a été ma plus grosse sortie de zone de confort parce que voilà, j'avais tout le temps peur de l'insécurité, j'avais peur d'être dans la nature, de perdre le contrôle. Bon, pas tellement parce que j'ai un passif où quand même quand j'étais jeune, j'ai bien appris à perdre le contrôle, contrairement à toi. Mais, On va pas dire. mais en même temps, j'avais plein de manifestations psychosomatiques. Tu sais, je t'avais beaucoup parlé. Moi, ça se manifeste beaucoup à travers les cystites, les infections urinaires. À chaque fois que je me sens pas en sécurité, mon corps, il manifeste des douleurs. Et en fait, j'ai eu cet appel-là. Je me suis dit, OK, j'en ai marre d'être à la merci de mes peurs d'insécurité. J'en ai marre que mon corps, il manifeste ça dès que inconsciemment, il y a des peurs et des trucs qui font que je suis pas bien. Du coup, je vais aller au-devant et ça ira mieux. J'ai vraiment senti, moi, que c'était pour ça qu'il fallait que j'aille au Pérou. C'était pas pour vivre une élimination spirituelle, machin, hein. C'était vraiment en me disant, tu sors de ta zone de confort, tu traverses le truc et t'en ressortiras plus forte. Et c'est ce qui s'est passé au final, au-delà de toutes les prises de conscience que j'ai eues. Bah, j'ai été dans un ashram qui n'était pas grand confort. J'ai dormi 3 jours toute seule dans une hutte au milieu de la jungle. J'ai fait des cérémonies où j'ai vécu des choses incroyables où j'ai complètement perdu le contrôle. Il y en a une où je me suis vue mourir. Donc, je pense que quand tu vis ça, euh,
et que tu vois qu'en fait tu t'en sors et qu'en fait, en fait ça va et en fait tu as les ressources et en fait tu l'as fait et tu l'as vécu. C'est ça pour moi les plus gros tremplins et c'est pour ça que dans les retraites et toutes ces expériences qu'on peut vivre, les voyages, nous on a bien vu avec les tremblements de terre, moi ça a été traumatisant pour moi. Euh, Tout en fait, à un moment on va perdre notre carte bleue, on va être en galère de sous, La on va carte bleue, moi un aussi. truc. Non mais moi j'ai tout eu. En plus c'était là quasi à chaque fois avec moi. Et, euh, et en fait on finit par en rigoler parce qu'en fait maintenant quand on vit un truc comme ça, on se dit bon bah allez encore un nouvel enseignement quoi. Et, euh, et c'est ça qui est rigolo. Oui, exactement. Et tu te rappelles quand j'ai perdu ma carte bancaire à Bali et, Oui. euh, et dedans, en fait, j'avais ma carte bancaire, j'avais ma carte d'identité, j'avais plein de trucs. Et ça m'a pris quelques jours pour réaliser ce que j'avais perdu et pourquoi je l'avais perdu. Et après, j'ai dit à Peggy, maintenant que j'ai compris, ça va revenir. Et j'attendais, je me dis, ça va revenir. Ils vont revenir, mes affaires vont revenir, j'ai compris. Et ça a pris un peu de temps. Et j'ai reçu un mail d'une dame française qui a dit, on a retrouvé vos papiers à Jimbaran, que je les avais perdus avec toi au sud de Bali. On a retrouvé vos papiers, mademoiselle, on est rentré en France entre-temps. On voudrait votre adresse postale pour vous les envoyer. Et là, j'étais là, je me disais, mais quand même, c'est arrivé. En plus, une française, etc. J'avais trouvé Oui, ça non, incroyable. Et vraiment, les épreuves sont là pour nous ouvrir les yeux sur des choses, pour comprendre les choses. Ça ne veut pas dire que ça doit être agréable. Elles sont, suivant ce qu'on a regardé, il y a des choses qui sont très désagréables. Mais on peut aussi apprendre à en avoir moins peur. bah, tu vois, ce truc de la peur du manque, moi, j'y ai été confrontée assez vite quand j'avais ouvert le blog et que j'étais au chômage. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais pas vu mon rendez-vous conseiller dans ma boîte T'avais été courrier. radiée, non? J'ai reçu un courrier qui m'a dit bonjour, vous êtes radié. Et là, mais ça a été mais la tornade. Je me rappellerai toujours. J'ai vu le monde s'écrouler. J'ai appelé mes parents en pleurs. Je me suis ruée à Pôle Emploi en pleurs, en essayant de négocier avec la dame en lui disant que j'avais pas vu. Et elle s'en foutait. Elle m'a rembarrée en mode oui, bah vous voyez, il est là le courrier machin. Et en fait, je suis rentrée chez moi. Et c'est là où on se rend compte à quel point comment on décide de réagir, c'est important parce que je suis rentrée chez moi, j'ai une amie qui m'a dit oui, trouve une excuse, tu dis que tu avais un rendez-vous médical, machin, truc bidule. Et en fait, j'ai pas voulu parce que je sortais à peine de mon syndrome et j'avais pas envie d'utiliser la maladie comme excuse, de mentir, etc. Je me suis dit non, j'ai pas envie. Donc je me suis renseignée sur Internet, j'ai trouvé le courrier type parce qu'en fait, ça arrive à plein de monde. Et j'ai eu la foi, j'ai écrit le courrier, je l'ai envoyé, je me suis dit, Inch'Allah, advienne que pourra. Et après, en attendant, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour manifester de l'argent, du coup? Et c'est là que j'ai choisi d'écrire mon premier e-book qui s'appelait My Spiritual Therapy, qui aujourd'hui s'appelle Spiritual Life. Et je l'ai pondu en quoi? En genre 2 semaines, le truc. Et, euh, il a très bien marché, j'ai adoré faire ça. Et ensuite, c'est peut-être ça aussi qui m'a ouvert les portes où il y a des éditeurs, etc., qui m'ont contacté. Et en fait, 10 jours après le courrier, bah, j'ai reçu une autre lettre qui disait on a reçu votre courrier, vous êtes réinscrite à Pôle emploi. Et en fait, j'avais juste besoin de vivre ça pour me prouver que j'étais capable de trouver des ressources si j'en avais besoin. Et ça a été le début de ma micro-entreprise parce que c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à essayer de gagner un peu ma vie avec le blog, etc. Donc sur le coup, c'est horrible, mais en fait, c'est magique. Oui, c'est un merveilleux exemple celui-là. Merci de t'avoir partagé parce que je pense que parmi les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ont dû vivre des grands moments de peur, des grands moments de je peux plus attendre. En fait, je dois accoucher le truc que j'avais prévu de faire parce que là, c'est maintenant. En fait, j'ai besoin de le faire parce que j'ai plus le temps ou j'ai plus les moyens ou la vie me met en phase de. Et, euh, et souvent, on procrastine. On se dit, ah, je le ferai un jour. Un jour, je sortirai un e-book. Un jour, je reprendrai mes études. Un jour, je ferai ci. Un jour, je ferai ça. Mais en fait, ce un jour, soit vous allez le faire parce que c'est un élan du cœur, soit vous allez le faire parce que la vie, comme moi, va vous licencier voilà, avec perte et fracas, et ça va être dur et ça va être douloureux, et il faudra que vous vous mettiez à votre compte à ce moment-là. Et il y a deux façons de faire. Je pense pas qu'on soit obligé toujours de traverser la souffrance et la douleur.
je pense aussi qu'on peut accueillir les transformations de la vie et y aller tranquillement. En fait, c'est ce que je dis de plus en plus souvent à la vie. Je dis, c'est bon, on peut aussi y aller tranquille. T'es pas obligé de m'envoyer une grosse tornade. On peut aussi le faire tranquillement. Et mais c'est bien souvent dans ces moments-là qu'on est les plus créatives et les plus audacieuses. C'est ça aussi, plus audacieuses. Mm. Et je pense que si ça fonctionne, c'est aussi parce que ça part d'un espace, comme tu dis, de cœur, de foi. Parce que c'est là la difficulté aussi, c'est que parfois on va avoir tendance à confondre le besoin de venir subvenir justement à notre besoin, à trouver des ressources. Mais c'est dans ces moments-là où on peut se dire, bon, je vais vite reprendre un boulot alimentaire. Et là, du coup, ça part d'une énergie de peur, ça part plus d'un élan de cœur et de joie. Mhm. Et c'est la difficulté dans ces moments-là, je pense, de rester connecté à l'amour, de rester connecté à la joie, à ce dont on a vraiment envie et de s'en donner les moyens. Et c'est sûr qu'au début, c'est pas toujours facile parce on va quand même le rappeler que voilà, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que on est quand même des sacrées bosseuses et que ça nous est pas tombé du ciel. Mais en même temps, on a toujours quand même eu cet élan de voilà, de vouloir avancer, de rendre le monde meilleur, de vouloir se rendre meilleur. Et c'est ça qui fait, je pense que, comme tu dis, la vie, elle place des choses sur notre route, quoi. Oui. Hier, je parlais avec Tara, qui est mon assistante pour le programme qui va démarrer. Et Tara, elle disait elle venait vraiment de comprendre ce que je voulais dire quand je disais que notre seul boulot, c'est de travailler sur nous au quotidien. Et c'est exactement ça, parce qu'il y a un moment où on se met au service de la vie, on se met au service d'une vie de contribution, en fait, c'est vraiment ça. Et notre boulot au quotidien, il est colossal. Donc déjà, de faire des choses, d'être dans l'action, etc., de créer des choses dans le monde. Mais en plus, de déblayer les cailloux qui sont sur le terrain de la vie pour qu'elles puissent couler. Et tout ce travail d'auto-observation, d'auto-correction, de se dire, mais non, mais regarde là quand même comment tu te comportes, tout ça. Mais sans jugement, avec beaucoup d'amour et d'humour et tout ça, on rigole quand même beaucoup entre nous. Et Mhm. du coup, de vraiment, oui, déblayer le chemin en fait. On est des grandes déblayeuses en fait. Toute la journée, on passe le balai sur, on enlève tous les cailloux, les gros, les petits, pour que la vie elle puisse passer. Et dans ce sens, on est des doubles bosseuses parce qu'il y a le travail intérieur, il y a le travail extérieur, et c'est des journées qui sont immenses, quoi. Mais Mhm. moi, j'échangerais ça contre rien au monde. C'est un chemin de vie qui est passionnant. Mm. Ouais, moi non plus. Et je pense que peut-être quelque chose qui est important, c'est aussi, tu sais, ce côté, une forme d'humilité, en fait, d'accepter de plus porter ces masques. On a pas mal parlé des masques ces derniers temps. Mais tu vois, en fait, de reconnaître aussi nos faiblesses, de reconnaître, ouais, bah ouais, je suis dans le contrôle, j'arrive pas à lâcher prise. Oui, j'ai besoin d'être aimée, donc du coup, je me crée un personnage. Oui, j'ai besoin d'être en sécurité, donc je suis une hyperactive du boulot. Ça, faut le reconnaître, en fait, je pense. Et Oui, ça, c'est ça aussi qui est difficile parfois. C'est que, encore une fois, on nous a tellement appris à incarner que nos côtés lumineux, à porter des masques pour être aimé, pour pas être rejeté, etc. Que c'est là, il y a le double travail, la double difficulté qui est que on aimerait pouvoir incarner ça et on aimerait aller là, mais on a ce masque en fait qui nous en empêche parce que si on fait ça, mais oui, mais je porte plus le masque qui montre qu'en fait je me gère, que je suis capable, que je suis responsable, que je suis machin. Et en fait, et je pense il faut aller dans nos espaces d'humilité et de se dire, bah ouais, ouais, là je me sens impuissante, oui, là j'ai déconné, j'ai trop tiré sur la corde, oui, là j'ai joué un rôle pour pouvoir plaire, pour pouvoir séduire. Enfin, je trouve que c'est le plus dur peut-être dans tout ce travail-là, c'est de vraiment accepter en fait de se regarder dans un miroir et de se dire que il y a rien qui est blanc ou noir et en fait de s'accepter dans son humanité complète. C'est ça aussi qui fait qu'on peut inviter aussi les autres à faire la même chose, de sortir de ce personnage un peu qu'on s'est construit, quoi. exactement. Merci, c'est le plus important parce que dans cet espace-là, il y a une grande sécurité. Si on arrive à le faire, si toi tu peux le faire, alors moi je m'autorise à le faire et puis un tel s'autorise à le faire et alors on est en sécurité en fait. Il y a vraiment cette perception à l'intérieur où on se dit ah ça va, je peux me détendre. Et mais tant qu'on porte nos masques et tant qu'on est comme ça en train de se dire mais attends, c'est comment là? Je peux pas. Et du coup, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de rigidité et la vie, elle circule pas dans cet espace-là. Et du coup,
ce travail, il est fondamental, il est fondateur pour notre sécurité intérieure, vraiment d'être capable de s'observer, de se dire, de s'excuser quand on sent qu'on a dérapé, qu'on est allé trop loin, et puis aussi de créer un espace pour que les autres arrivent à le faire aussi. Et ouais, ça change tout. Et tu vois, même cette notion de sortir de sa zone de confort, on a la croyance que c'est encore une fois en faisant des trucs fous, en partant à l'autre bout du monde, en faisant des formations, etc. Mais en fait, lâcher son masque et s'autoriser à être soi et à ne plus alimenter des mécanismes qu'on pouvait avoir ou alimenter des croyances, etc. Et choisir de changer nos habitudes et de changer nos façons de faire. Mais rien que ça, c'est une énorme sortie de zone de confort. Et en fait, les gens, enfin, nous, on a tendance à pas le percevoir en fait. Mm. On minimise ça, alors qu'en fait, c'est énorme de. Moi, je sais que pendant le confinement, j'ai abandonné le masque de la romantique qui cherche l'amour à tout prix et qui a absolument besoin d'un homme pour pouvoir être heureuse. Et ça, c'est un gros masque que j'ai lâché, tu vois, ce besoin de séduire, de tout le temps avoir quelqu'un sous le coude, etc. Parce que j'ai toujours été comme ça hein, depuis que j'étais jeune. Et en fait, ça, c'est une énorme sortie de zone de confort pour moi, de me dire, bah en fait, là, c'est OK, je lâche ça, j'ai plus besoin de ça, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ouais, on a tendance à, encore une fois, tu vois, à vouloir regarder le haut de la montagne et à se dire, il faut que je fasse un énorme truc, que je Il mette faut en que j'aille place à quelque chose de Bali. beau, Mm. de grandiose pour que vraiment il y ait quelque chose qui bouge. Mais en fait, non, pas forcément. Non. Coucou Barbara, il y a notre assistante lumière qui est Coucou. là. C'est génial ce que tu dis et merci pour ton partage parce que c'est exactement ça, c'est des choses de l'intérieur. Moi, j'ai laissé tomber un masque de, je dirais, de la sérénité ou de la, un peu lisse, un peu gentil, tu sais. Tout le monde fait ce qu'il veut, c'est bien, tu sais, tout le monde il est tout le monde il fait ce qu'il veut et c'est ok. Et en fait, Mm. pour moi, j'ai trouvé que le bouchon avait été poussé avec le coronavirus et la manipulation médiatique et tout ça. Et donc, je me suis affichée un peu plus sur les réseaux en disant, hé les gars, vous trouvez pas qu'il y a quand même un peu beaucoup de manipulation là? Et je me suis pris une vague de gens qui avaient peur. Mais j'entends leur peur et j'ai de la compassion pour cette peur parce que moi aussi j'ai de la peur. Et donc la compassion, elle se rencontre dans cet espace où on a tous peur, mais pas forcément des mêmes choses. Et, euh, et là, je me suis dit, oulala, Anne-Claire, t'as laissé tomber un masque parce que avant, tu l'aurais peut-être pas fait. Tu te serais resté dans ton truc un peu lisse. Tout le monde fait ce qu'il veut, c'est ok, tout ça. Mais il a fallu que quelque chose push mon bouton, pardon, en anglais. Je vis en anglais à la maison, donc c'est un peu plus difficile. Pousse mon bouton. Et là, le masque, il a sauté en fait. Et je pense qu'avec toutes ces histoires de masques, en plus, ça a été la totale. Et ça fait du bien, c'est libérateur de se libérer d'un masque, même si c'est pas facile parce que ça, bah en fait, on a l'impression qu'on va plus appartenir au groupe de la même façon ou que on sait pas trop comment se réinventer, Mm. tout ça. Mais c'est l'inconnu derrière. Encore une fois, c'est cette peur de bah il y a quoi derrière maintenant que j'ai passé cette étape-là. Ouais, c'est exactement ça. Et là, il y a, tu vois, Émilie qui demande comment on identifie les masques. Moi, le premier truc qui me vient, c'est que quand il y a un truc qui est inconfortable et qui semble pas aligné, c'est qu'en général, ou tu vois, quand tu vas faire quelque chose dont t'as pas vraiment l'élan, mais que tu le fais quand même, en général, c'est un masque qui essaye de, qui essaye de prendre le pouvoir, parce que sinon, c'est fluide en fait. Mm. Moi, je le vois aussi quand je suis en mode automatique et quand je suis moins présente, quand je suis plus faire des trucs automatiquement, plus dans mon mental, tout ça, et que oui, j'ai quitté la présence en fait, comme si on était plusieurs à l'intérieur. On est plusieurs à l'intérieur de toute façon, mais euh, mais oui, que j'ai pas la même qualité d'attention, je suis moins là, et c'est un masque qui vient et qui joue un rôle, un truc, et puis pendant ce temps-là, moi je suis dans le back office, je sais pas ce que je fais, je trie les papiers, mais il y a le front office qui est en train de faire un truc qui est en représentation, quoi. Hmm. Bah, de toute façon, je pense que les masques, il y en a plein, plein, plein. On a plein d'archétypes à l'intérieur de nous. Bah, rien que le masque du juge, c'est un qu'on a tous et qui va tout le temps venir en fait s'exprimer à travers le jugement qu'on porte sur les autres, le jugement qu'on a sur nous. Et celui-là, bah, je pense qu'il s'exprime un peu toute notre vie. On a tendance à lui laisser moins la place,
c'est quand même un masque qui revient. Après, dans le livre de Thierry, justement, Le travail d'une vie, lui, il en a identifié 3 majeurs. Mm. Il y a le masque de l'amour pour être aimé, le masque du pouvoir pour se sentir en sécurité, et le masque de la sérénité pour arriver à passer au-dessus de tout ça et à se dire c'est bon, il n'y a pas de problème. Moi, je Euh, suis zen. voilà, c'est ça, pas de souci. Et c'est vrai que en fait, on peut arriver à identifier ces 3 masques qui se mettent en place chez nous très souvent. Et après, ils vont s'incarner à travers différents archétypes différents. Mais voilà, ce travail sur les masques, il est hyper intéressant. Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs pendant l'atelier rapidement, peut-être pour Oui. aider les personnes à identifier ça. Parce que, tu vois, par rapport à la peur de l'inconnu, typiquement, bah, si je reprends mon exemple du Pérou, si je portais le masque euh, de la petite fille qui doit pas faire peur à ses parents, qui doit pas inquiéter sa famille, qui doit pas sortir du cadre parce que sinon ça va déranger, etc. J'aurais pas pu faire ça en fait. J'étais obligée d'abandonner le fait que oui, j'allais rendre inquiet certaines personnes de mon C'était entourage. Noël en plus, je crois. Et toi, C'était Noël tu en passes plus. plutôt Noël dans ta famille. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'était Noël, donc Mm. c'était un acte très, très, très fort hein, de partir faire ça à ce moment-là. Mm. Et c'est vrai que ça peut certainement nous aider d'identifier. D'ailleurs, c'était ce masque qui s'était manifesté aussi quand j'étais à Bali pendant les tremblements de terre. Tu te rappelles? Ce qui me paniquait le plus, c'était de savoir que j'inquiétais des gens qui étaient à l'autre bout, en fait. Le fait Je que sais. j'étais pas chez moi. Je m'en rappelle, alors qu'on sirotait des jus et que tout allait bien, qu'il y avait du soleil et tout, t'étais flippée de faire flipper ta famille. Alors qu'il n'y avait pas des tremblements de terre en continu, alors qu'on savait pas s'ils allaient revenir. C'est ça aussi, je crois que le mental, il est très, très... En fait, il fait des scénarios à cause de ce qu'il vient de vivre et il a l'impression que ça va se répéter, etc. Alors qu'on ne savait pas, peut-être ça allait s'arrêter, peut-être que tout allait très bien se passer, etc. Et qu'on aurait pu rester bronzé au soleil et siroter un jus. Et ouais, De toute façon, je pense qu'on parlera aussi pendant l'atelier de ce besoin de contrôle. mm, Parce qu'en fait, la peur de l'inconnu, c'est parce que c'est notre contrôlant qui pète un câble, hein, oui. et qui supporte pas ne pas avoir la main sur ce qui va se passer. Mm. Donc ça, On a, on peut l'observer aussi. oui, on a toujours la main sur quelque chose. C'est Viktor Frankl qui était dans les camps de concentration et qui est devenu après, en sortant, psy, et qui explique dans ses livres qu'en fait, on a toujours un espace entre ce qui se passe et comment on va réagir à ce qui se passe. Et même si parfois on n'a pas une énorme influence sur le monde extérieur, comme par exemple quand on est dans un camp de concentration et qu'on n'a pas la possibilité d'agir en fait, parce qu'on est contrôlé physiquement par des gardes, etc. Il y a un espace dans ce temps de réaction en fait, où c'est quand même nous qui choisissons comment nous réagissons à la situation à l'intérieur. Et il a quand même délivré un message au monde qui est extraordinaire, parce que nous, aujourd'hui, on vit plus ces choses-là, en tout cas dans cette société occidentale dans laquelle on est né, avec beaucoup de privilèges, etc. Et on a oublié qu'on avait ce pouvoir de réaction, de choisir la réaction qu'on avait. En anglais, il y a response ability. C'est l'habilité, la capacité à répondre, responsabilité. Et en fait, c'est quand même fou. C'est qu'on a oublié que la responsabilité, ça voulait dire ça, de choisir comment on répond. Et aujourd'hui, on est trop en réaction automatique parce qu'on a peur. Mm. D'où l'intérêt de sortir de cette peur et de reprendre notre pouvoir. Oui, Et c'est pas le pouvoir, encore une fois, d'agir sur l'extérieur, c'est notre pouvoir d'agir sur l'intérieur pour que l'extérieur soit plus fluide pour nous traverser, en fait. oui. Mm. Ça va être intéressant tout ça. Ça va être génial. Donc c'est mardi soir, et on va vous concocter un super programme pour. C'est mardi oui, c'est cette semaine qui vient. Hein. Je suis un peu perdue parce que on a fixé la date il y a un certain temps. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps en ce moment. Donc Ouais, c'est le 9 juin et on fait ça de 20h à 22h, je crois. Ou 19, pas 21h, je sais plus. 19h30, 22h. Oui, quelque chose comme ça. C'est écrit sur la page. Aurore, tu vas le remettre peut-être en swipe up et moi aussi. Et donc, c'est écrit sur les pages. Vous allez pouvoir le retrouver facilement dans nos Linktree
il est aussi. Donc, ouais, C'est ça. Et puis pour les personnes qui l'ont pas encore fait, on a aussi notre programme de la peur au cœur, du coup, qu'on a créé il y a 2 ans maintenant, qui a été téléchargé plus de 3000 fois c'est et qu'on a incroyable. choisi d'offrir, ouais, qu'on a choisi d'offrir pendant le confinement. Et il y a un groupe Facebook maintenant avec plus de 1000 personnes qui échangent et qui partagent leurs expériences de vie dessus. Enfin, c'est vraiment beau quoi de pouvoir tous travailler là-dessus. Anne-Claire, elle avait enregistré des séances de FT, moi j'avais enregistré des méditations, il y a des exercices, il y a des vidéos où on parle des émotions. Enfin, je suis très fière et honorée qu'on ait pu faire ça toutes les deux, Moi même si aussi. on n'y croyait pas trop entre les tremblements de terre, le bruit des coques. Vous partez un peu en voyage quand vous faites ce programme avec nous. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. En tout cas, merci d'avoir partagé ce live avec moi. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par tes activités de coaching, toi, tu accompagnes principalement les praticiens, les thérapeutes, les facilitateurs. Oui. Donc, il y a ton site, tes réseaux, Anne-Claire, etc. Voilà, c'est Voilà. facile, je suis partout, comme toi. Bon, C'est Instagram, Facebook, tout ça. Et je c'est ça. travaille principalement avec les coachs, les naturopathes, les ostéopathes, etc. pour les aider à développer leurs activités et vraiment occuper leur place et être des vrais acteurs du changement, moins timides, plus dans la lumière, tout ça. Parce que ça me parle, parce que c'est comme ça que j'étais aussi. Et c'est génial de travailler avec des gens qui transforment le monde. C'est Ouais. super beau. Ouais. Ouais. Et je mettrai la vidéo aussi en replay sur IGTV, comme ça on pourra la partager dans nos stories. Et puis je la mettrai aussi sur YouTube pour que les personnes puissent la revoir quand ils ont envie. Génial. Merci pour tout. Merci pour ton invitation. Merci à toi, Anne-Claire, d'avoir partagé ce moment. Et puis, on se reparle bientôt. Du coup, on fait l'atelier la semaine prochaine, puis on s'écrit en parallèle de tout ça. Oui, Merci aux personnes qui étaient là avec merci. nous, qui ont suivi le live, qui ont posé des petites questions. Et puis à très vite. Passe une belle Oui, soirée. à mardi soir pour celles et ceux qui seront là. Exact. Gros Bye. bisous. Bonne soirée. Belle Bye bye. soirée. Au Salut. revoir.